Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour. De nombreux Fukutins dans la partie sud et ouest d'Antananarivo ont connu des coupures d'électricité pendant plusieurs heures depuis hier jusqu'à ce matin. La panne d'un disjoncteur à Mbuimanamboul en est la raison de cette coupure selon les informations. Ce seul appareil a dû être remplacé et les travaux ont duré environ 12 heures selon les techniciens de la Jirama. L'alimentation électrique a été rétablie cet après-midi selon les informations. Adena Martina et Haji Antsu. De nombreux Fukutins du sud et de l'ouest d'Antananarivo, tels qu'Akadbawuk, Anusatu, Ampitatavk, Itaos, 67 hectares, Tanzubatu et Arivunmam, ont subi une coupure de courant qui a duré plusieurs heures hier. Selon les informations recueillies auprès de la Jirama, la raison en est la panne d'un disjoncteur de forte puissance à Mbuimanamboul qui alimente les sous-stations de Tana Sud et Tana Ouest. Cet appareil a dû être remplacé immédiatement et les travaux ont duré environ 12 heures et se sont même poursuivis jusqu'à ce matin, a affirmé Mandaniana Noumen, technicien auprès de la Jirama. Par conséquent, les coupures de courant ont pris fin vers 8h30 ce matin dans la partie sud d'Antananarivo. Continuons toujours dans ce même contexte. L'Inde va mettre en place des projets destinés aux entrepreneurs malgaches œuvrant dans la production d'énergie renouvelable à Madagascar, a annoncé son ambassadeur. Selon ce dernier, l'Inde est prête à partager les expériences en matière d'exploitation des énergies renouvelables pour le peuple malagasy. C'est un domaine où ce pays est très avancé, notamment à travers les éoliennes et les centrales hydroélectriques. Par conséquent, le ministère de l'Énergie et des hydrocarbures va établir une collaboration entre les deux pays, a confirmé le ministre de tutelle hier lors de la visite de courtoisie de l'ambassadeur de l'Inde à Panjainubi. Anena Martina et Nzar Hadji Antsu. L'Inde et Madagascar sont deux pays de l'océan Indien, mais dans la production d'énergie renouvelable, l'Inde est plus avancée. Ce pays se caractérise par sa capacité à produire de petites et moyennes énergies de manière rapide. Il peut produire jusqu'à 50 MW d'électricité. Ce pays qui a déclaré hier, à travers son ambassadeur, qu'il est prêt à partager son expérience avec les techniciens malagasy en matière de production d'énergie renouvelable à Madagascar. Dans cette perspective, le ministère de l'Énergie et des hydrocarbures planifiera un projet pour permettre aux deux pays de travailler ensemble dans le domaine de la production d'énergie renouvelable. Cette collaboration ne s'arrêtera pas à l'électricité, mais elle sera également élargie sur d'autres projets, notamment la production de gaz combustible et le financement des projets de production d'énergie, selon les informations. L'ambassadeur de l'Inde a exprimé sa volonté de coopérer avec le gouvernement malagasy lors de sa visite de courtoisie auprès du ministère de l'Énergie et des hydrocarbures à Panjainubi hier. Et des publications concernant le changement de la couleur de l'eau qui parvient aux usagers ont rempli les réseaux sociaux ces derniers temps. De ce fait, le ministère de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement Fidniafra Vukec a émis des précisions sur la qualité de l'eau de la Jirama actuellement et a déclaré que des paramètres peuvent changer la qualité de l'eau dans la vétusté des tuyaux de canalisation. En effet, la forte pression suite à une coupure pourrait expliquer la couleur de l'eau du robinet qui devient marron ou rougeâtre. Mis à part l'entretien des canalisations, ouvrir le robinet et faire le vidange sont recommandés jusqu'à ce que l'eau redevienne claire. Et le ministère des Travaux publics entamera les travaux de réhabilitation et d'entretien des routes à partir de la semaine prochaine, selon les explications du ministre des Travaux publics aujourd'hui. Déjà, certaines routes nationales sont déjà en pleine réhabilitation actuellement. Si les travaux vont débuter pour d'autres. Concernant la route nationale 2, l'appel d'offres n'a pas abouti car les entreprises se sont désistées à cause de l'ampleur de la dégradation de cette route nationale. Ainsi, un appel d'offres sera de nouveau lancé et les travaux devront débuter vers le 15 février selon les explications. Les détails avec Nadira Koutmaouf et Nzar Hadji Antsu. Aucun entretien n'a été fait sur les routes nationales depuis des années, sans parler du fait que les structures de route ne tiennent plus le rythme de la circulation actuelle, raison pour lesquelles elles sont dans cet état actuellement. Le ministère des Travaux publics met en priorité la réhabilitation et l'entretien des routes. Pour ce faire, des procédures administratives doivent être respectées pour trouver les entreprises qui se chargeront des travaux. Ces procédures administratives sont pour la plupart achevées actuellement et les travaux vont débuter la semaine prochaine selon le ministre des Travaux publics, Thierry Atchefndjaz, aujourd'hui.
Les routes nationales numéro 2, 4, 6 et 7 sont entre autres concernées par ces réhabilitations. Les entreprises sont déjà sur place pour les routes RN4 et RN6 et les études se font actuellement pour la RN7, mais aussi pour la route nationale 34 reliant Malayband et Antirabé. Pour la route nationale 2, l'appel d'offres n'a pas abouti car aucune entreprise ne s'est pas manifestée pour sa réhabilitation alors qu'elle est dans un état de délabrement avancé alors qu'elle a été réhabilitée en 2021. Selon le ministre des Travaux publics, les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 2 devraient néanmoins débuter avant le 15 février prochain car des négociations ont été faites avec les grandes entreprises et un nouvel appel d'offres a été initié. Pour autant, le ministre de tutelle lance un appel à tous les riverains, surtout les camionneurs, à respecter les lois, car parmi les raisons qui entraînent cette dégradation de la route RN2 est l'entêtement des camionneurs, veulent coûte que coûte passer alors que le bitumage de la route vient tout juste de terminer. Le ministre a aussi pris en exemple la fois où l'une des stations de pesage des poids lourds est tombée en panne. Les camionneurs ont profité pour transporter des charges allant jusqu'à 70 tonnes, alors que le maximum autorisé est de 40 tonnes. De ce fait, il appelle à la responsabilité de tous pour la préservation des biens communs. Concernant les routes de la capitale, le ministre des Travaux publics affirme également qu'elles ne sont pas du ressort de MTP. Le ministère a pris en charge leur réhabilitation car il s'agissait d'une initiative de l'État pour appuyer les collectivités territoriales décentralisées. Actuellement, le ministère doit se concentrer sur les routes nationales. Pour le projet Flyover à Noussat et à Doutapenak, ils sont actuellement à l'étape des études, a précisé ce responsable. Et le nombre d'électeurs inscrits dans la liste électorale est désormais de 8 600 000, 3 mois après le lancement officiel de sa refonte totale. Et le taux de participation des citoyens à s'inscrire dans la liste électorale est passé à 70%, a déclaré aujourd'hui le président de la CENI. Le dépouillement des électeurs dans les universités et les prisons a commencé cette semaine et le CLRE continue toujours les porte-à-porte jusqu'à la fin de ce mois. Reportage. La refonte totale de la liste électorale prendra fin le 28 février prochain. Par la suite aura lieu l'examen de la liste électorale provisoire faite par les forces vives de la nation ainsi que les citoyens. Fin mai 2023, suite à cet examen, la clôture officielle de la refonte de la liste électorale. Le registre des électeurs sera publié le 10 juin selon les explications de Damar Sen Nadjianar Seydou, président de la CENI. La CENI mettra en œuvre une politique claire pour organiser une élection transparente et en faire un succès. C'est ce qu'a déclaré son président aux dignitaires venus le rendre visite aujourd'hui à Larbi au sein du bureau permanent de la CENI. Ensuite, le bureau permanent de la CENI a élaboré cette semaine le calendrier électoral. La date définie sera soumise au gouvernement selon les informations. Par ailleurs, la détermination de la date de l'élection est déjà définie par la Constitution et de la loi régissant des élections, a précisé Swavanji Amartavk, rapporteur général de la CENI. Ainsi, cette commission assure que la date de l'élection présidentielle sera dévoilée avant les 3 mois requis par la loi. En santé, la plupart de ceux qui viennent se faire consulter auprès des centres de santé dans le district d'Antsalouf, région Mélec, sont atteints de grippe sévère, selon le député de Madagascar élu dans cette circonscription aujourd'hui. Cependant, il n'y a plus assez de médicaments dans les hôpitaux locaux et les CSP2, de sorte que les patients sont obligés de se rendre dans des pharmacies privées alors que le coût des médicaments y est plus élevé. Ce député a demandé à ce que des médicaments soient envoyés d'urgence à Antsalouf par avion. Aniela Martina, Enza Hadjiansu. Le nombre de personnes qui viennent se faire consulter auprès des CSP2 dans le district d'Antsalouf a connu une forte augmentation depuis déjà un mois. La plupart de ces personnes sont atteintes de grippe sévère, a déclaré le député de Madagascar élu dans cette localité. À cet égard, les besoins en médicaments augmentent également et ils sont insuffisants notamment dans les hôpitaux publics, selon toujours les explications. De ce fait, certains patients sont obligés d'en acheter auprès des pharmacies privées qui sont plus chères. Selon les informations recueillies, le véhicule qui transportait les médicaments vers ce district est en panne à Mourafenbe en raison du mauvais état de la route. Ce député demande donc le transport par avion des médicaments dont la population a vraiment besoin pour sauver des vies. Ce dernier appelle également les habitants d'Antsalouf à être prudents face à la propagation de la grippe sévère dans la zone, bien qu'il y ait déjà eu une décision de l'EMC local sur la nécessité pour chacun de se protéger en portant des masques.
Page sportive pour continuer. L'équipe nationale marocaine disputera le championnat d'Afrique des équipes nationales sans expatriés ou le Tcham 2022 qui se tiendra en Algérie à partir de ce soir. Le gouvernement algérien a finalement donné son accord à l'arrivée du vol spécial Royal Air Maroc pour amener les Lions de l'Atlas. Ainsi, l'équipe du Maroc sera de retour dans cette compétition. Le Maroc fait partie du même groupe que Madagascar avec le Ghana et le Soudan. L'Algérie et la Libye disputeront le match d'ouverture de cette 7e édition du Tcham ce soir. Et en ce qui concerne maintenant les actualités internationales, le président brésilien Lula s'est dit convaincu jeudi que la porte du palais de Planalto a été ouverte pour laisser entrer les émeutiers lors de l'assaut de dimanche dernier. De leur côté, les enquêteurs poursuivent leur travail pour identifier les responsables, notamment ceux qui ont œuvré en coulisses pour financer et organiser l'insurrection. Reportage sur les images de France 24. Des institutions sous contrôle. Après le choc de l'assaut des pro-Bolsonaro dimanche, le gouvernement brésilien affiche sa fermeté alors que les choses reviennent peu à peu à la normale dans la capitale. Jeudi, le président a multiplié les réunions avec ses ministres. Devant la presse, Lula a parlé d'un avertissement pour la démocratie. Évoquant des complicités parmi les forces armées, il a annoncé un remaniement du personnel travaillant pour le compte de la présidence. Je suis convaincu que la porte du palais de Planalto a été ouverte pour que les gens puissent entrer, car aucune porte n'a été cassée. Cela signifie que quelqu'un a facilité leur entrée ici. Parmi les 4000 partisans de l'ancien président d'extrême droite qui ont semé le chaos dimanche, environ 2000 ont été arrêtés et plus de 1100 incarcérés. Les dégâts matériels sont toujours en cours d'évaluation. Ils s'élèvent déjà à plus d'1 million d'euros selon les premières estimations. Priorité désormais pour les autorités, trouver et sanctionner ceux qui ont organisé et financé l'insurrection. Mercredi, l'appel aux manifestations des partisans de Jair Bolsonaro n'a pas été suivi, mais cela ne veut pas dire que les bolsonaristes se sont tus. Bolsonaro est toujours très populaire au Brésil, ses idées restent en vogue, mais je pense que les forces de l'ordre, la police et la justice seront plus strictes pour freiner certaines actions. Des partisans qui, pour certains, ont suivi Jair Bolsonaro jusque devant la résidence de Floride où il séjourne en ce moment. Un séjour embarrassant pour les États-Unis. Le chef de la diplomatie américaine a promis de répondre favorablement à une demande d'expulsion de l'ancien président si le Brésil en faisait la demande. Ensuite, l'armée éthiopienne a annoncé jeudi 12 janvier le retrait d'une force régionale pro-gouvernementale d'une ville stratégique du Tigré, conformément à l'accord de paix, au moment où les responsables de la diplomatie allemande et française encourageaient Addis Abeba à rendre justice aux victimes de la guerre. France 24. Arrivée, Catherine Colonna et Annalena Baerbock sont d'abord accueillies par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Un déplacement conjoint des chefs de la diplomatie française et allemande qui marque une volonté précise de l'Union européenne, contribuer à la stabilisation et à la reconstruction des régions touchées par le conflit au Tigré. Un entretien suivi d'une rencontre avec la présidente éthiopienne, Sahle Work. La visite des deux chefs de la diplomatie intervient quelques jours après le dépôt des armes lourdes des rebelles du Tigré. Depuis 2 ans, l'Éthiopie est en proie à une guerre fratricide qui a déplacé plus de 2 millions d'habitants et plongé des centaines de milliers dans la famine. Après l'accord de paix trouvé mardi dernier, l'acheminement de l'aide humanitaire a progressivement repris, mais plusieurs habitants et travailleurs humanitaires affirment que les pillages et les persécutions se poursuivent dans la région. Lors d'une visite dans un centre de distribution du Programme alimentaire mondial, la ministre française des Affaires étrangères a rappelé le bien fondé de sa présence et celle de son homologue. Nous sommes venus, je le disais, en priorité pour soutenir l'accord de paix qui a été signé à Pretoria et qui est mis en œuvre. Les choses ont bien démarré. D'abord, les hostilités ont cessé. Ensuite, de l'aide a pu atteindre des régions qui n'en avaient pas reçu suffisamment. Les services publics reviennent. Il y a eu un début de remise d'armement. Et puis, nous allons le voir, mais le mécanisme de suivi de l'accord qui permet d'avancer vers une justice transitionnelle. Car nous le disons ici, comme nous le disons toujours, il n'y aura pas de paix durable sans justice. Quelques questions restent néanmoins en suspens. Le retrait de l'armée érythréenne, qui a apporté une aide décisive à l'armée éthiopienne pendant le conflit, et la partie du Tigré occidental envahie par les forces de la région éthiopienne voisine,
Amara. Et puis, des milliers de personnes ont défilé pacifiquement jeudi 12 janvier dans la capitale péruvienne pour afficher leur défiance à l'égard du gouvernement et demander la démission de Dina Boluarte, qui a remplacé à la présidence Pedro Castillo après que celui-ci a été déchu, provoquant des troubles qui ont fait au moins 42 morts. France 24. Face aux forces de sécurité, ces manifestants portent des cercueils en carton en hommage aux personnes tuées lors des mouvements de protestation. Tous demandent la démission de la présidente Dina Boluarte et la tenue d'élections en urgence. Madame Dina Boluarte, pourquoi tournez-vous le dos au peuple? Il y a tant de morts, pour l'amour de Dieu, arrêtez ce massacre. Si à Lima, les manifestations se sont déroulées dans le calme, à Cusco, de nouveaux affrontements ont eu lieu avec la police. Des heurts apparus début décembre à la suite de l'arrestation de l'ancien président Pedro Castillo, suite à sa tentative de dissoudre le Congrès. Depuis, l'épicentre des protestations se trouve dans la région de Puno, à la frontière avec la Bolivie, où des milliers d'habitants ont arpenté les rues de Juliaca avec les cercueils de 17 manifestants tués plus tôt cette semaine. Ils ont commencé à tirer à bout portant sur les passants. Le jeune homme qui est mort n'était même pas un manifestant, il passait devant. Jeudi, le ministre du Travail Eduardo Garcia a annoncé sa démission, exhortant le reste du gouvernement à reconnaître ses erreurs et faire de même. Le bureau du procureur du Pérou a aussi ouvert une enquête sur la présidente Boluarte et d'autres hauts responsables. Mais pour l'heure, celle qui dirige le Pérou depuis un peu plus d'un mois résiste aux appels à la démission. Dina Boluarte conserve le soutien du Congrès qui l'a désignée. Elle assure vouloir organiser des élections présidentielles, mais pas avant 2024. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.